2015, partout dans le monde sort Les Animaux Fantastiques, adaptation d'un petit bestiaire de créatures imaginaires sorti en 2001 dont Warner a les droits d'exploitation depuis des années. Dans ce docu-fiction, on suit les aventures de Norbert Dragono, un magi-zoologiste qui parcourt le monde à la recherche de créatures magiques. Ça, c'était le plan du studio Warner Bros pour continuer à faire vivre la licence après la fin de Harry Potter au cinéma. C'était précisément le plan. Mais tu vas voir que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Retour en 2013, cela fait déjà 2 ans que la saga Harry Potter a pris fin au cinéma. Et chez Warner, on commence à se dire qu'il serait peut-être temps de faire revenir un petit peu de magie dans les salles obscures. Les réunions s'enchaînent alors pour trouver de nouvelles idées. Il faut dire que cela fait des années que Rowling n'a plus écrit de nouvelles aventures pour le plus célèbre des sorciers. Néanmoins, l'univers qu'elle a développé au travers de la saga et des différents articles sur le site officiel regorge de potentiel inexploité. Par exemple, la création de Poudlard avec ses 4 fondateurs, l'exil de Salazar Serpentard, le passé de Dumbledore, la jeunesse de Rogue, les années Poudlard de Tom Jedusor, le conflit entre l'Ordre du Phénix et l'armée de Voldemort, ou encore les aventures des maraudeurs. Il suffit de 5 minutes à n'importe quel fan pour trouver des dizaines d'idées à exploiter autour de la saga. Mais où allez-vous chercher toutes ces idées, monsieur Kowalski? Sauf que chez Warner, les idées ne fusent pas. Jusqu'à ce qu'un jour Lionel Wigram arrive avec l'idée qui va sceller le sort de la licence pour les années à venir. Pour te situer le personnage, Lionel Wigram c'est un grand ponte de chez Warner, et une des personnes les plus influentes du studio quand il s'agit du monde d'Harry Potter. Il faut dire que c'est lui qui a signé un deal avec une petite autrice encore assez inconnue à la fin des années 90 qui a permis à Warner d'acquérir les droits de la saga Harry Potter. Bref, c'est quelqu'un qui pèse chez Warner, et quand il parle, on l'écoute. Il propose donc d'utiliser un tout petit livre écrit par Rowling en 2001 pour l'association caritative Comic Relief, et dont Warner a les droits d'exploitation depuis des années. Ce petit répertoire de créatures fantastiques se présentait comme une copie conforme d'un manuel scolaire dont les élèves ont besoin pour leurs études à Poudlard. Il est donc signé Norbert Dragono, un célèbre magizoologiste du monde des sorciers. Wigram se dit qu'il serait parfait comme base pour créer un documentaire fictif centré sur son auteur et ses recherches d'animaux fantastiques à travers le monde. Il convainc sans difficulté David Eman, le producteur historique de la saga depuis les tout débuts d'Harry Potter. C'est d'ailleurs Eman qui avait envoyé le manuscrit d'Harry Potter à l'école des sorciers à Wigram en lui disant que ça ferait un super film et qu'il fallait absolument que Warner achète les droits. C'était une de mes plus brillantes idées. Du coup, mi-2013, le projet commence à prendre forme tranquillement dans les bureaux de Warner. De son côté, même si Rowling continue sa carrière d'autrice en écrivant des romans policiers sous le pseudonyme Robert Galbraith, elle reste à l'écoute des projets de Warner sur le développement de la saga Harry Potter, puisque comme elle le dit, on ne sait jamais. Un jour, elle entend donc parler du projet autour des animaux fantastiques et décide de s'inviter à la table des producteurs pour en parler. Dans la version officielle, lorsque les deux compères lui présentent l'idée, elle est complètement séduite. Et elle s'empresse de replonger dans ses cartons d'archives sur le lore du monde magique qu'elle a imaginé pendant les 17 dernières années, pour revenir seulement 12 jours plus tard avec un scénario quasi terminé. Mais pour les plus sceptiques, une autre version existe. Le projet envisagé par le studio n'aurait pas du tout plu à Rowling. Ah oui. Elle se serait donc dépêchée de créer sa version de l'aventure qu'elle voulait raconter autour du personnage de Norbert, se disant qu'il serait alors bien difficile pour Warner de se passer de ses services. Exit l'idée du documentaire, ce nouvel opus du Wizarding World sera une véritable aventure. Et visiblement, sa stratégie est la bonne puisqu'en septembre 2013, c'est officiel, le monde magique reviendra bien au cinéma et c'est Rowling qui sera chargée du scénario de cette nouvelle épopée. Et c'est là qu'on arrive à un petit problème pour le film. Rowling est très bonne pour écrire des histoires et les partager dans des romans, mais elle n'a aucune expérience dans l'écriture d'un scénario. Elle avait certes une très bonne relation avec Steve Kloves, le scénariste de 7 des 8 films Harry Potter, mais son travail avec lui consistait à l'époque uniquement à s'assurer que le scénario soit bien fidèle à l'œuvre originale, et qu'il n'intègre pas d'idées ou d'intrigues qui seraient en conflit avec les prochains livres de la saga. Ensemble, nous écarterons les voiles mystérieux de l'avenir. Petite parenthèse très rapide pour bien comprendre la différence entre écrire un roman et écrire un scénario. Un roman a vocation à être lu, alors qu'un scénario est destiné à être vu. Il est voué à être lu haute voix et à fournir des indications aux acteurs, aux équipes techniques et bien sûr aux réalisateurs. Il est également imprégné dès sa création par les réalités de la production du film. Il doit être pensé en fonction de sa durée, de son budget, du temps de production disponible ou encore des possibilités d'effets spéciaux et de création de décors. Au contraire, un roman est imprégné du style de son auteur et peut donner au lecteur tout un tas d'informations au travers de sa narration. Les pensées des personnages, qui ils sont, leur passé, leurs connexions, l'histoire d'un lieu ou encore l'explication du contexte de l'action. Bref, tout un tas de sous-textes impossibles à mettre en image tel quel dans un film. Il me semble que ça fait une sacrée différence. En gros, même s'ils partagent une forme sensiblement similaire, sur le fond, rien n'est plus différent qu'un roman et un scénario. Et ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout le même métier. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Donc quand Rowling décide que les Animaux Fantastiques marqueront ses débuts en tant que scénariste, tout le monde au studio espère qu'elle a bien préparé le terrain en amont et qu'elle a ajouté l'écriture de scénario à son inventaire de talent. Sauf que, pas du tout. Comme elle l'explique elle-même en interview, elle avait bel et bien acheté un livre pour apprendre l'écriture de scénario, mais celui-ci a trôné pendant des mois sur son bureau sans qu'elle ne l'ouvre une seule fois. Navrant.
considérant, encore une fois d'après elle, qu'avoir fait les relectures des 8 films Harry Potter suffisait à ce qu'elle ait une bonne compréhension de ce qu'était un scénario. Donc forcément, quand elle arrive à sa réunion avec Eman et Wigram, ils sont un petit peu surpris par ce qu'elle appelle un scénario. Le manuscrit est d'après Eman une créature non conventionnelle. Il reprend la forme d'un scénario, mais regorge de passages bien plus proches de la narration de roman. Il ne suit pas non plus de trame classique en 3 actes comme la plupart des récits de ce type, et développe tout un tas d'intrigues primaires, secondaires ou tertiaires. N'importe quel scénariste débutant se serait vu rejeter un tel script. Sauf que Rowling est très loin d'être n'importe quelle scénariste débutante. Et personne au studio ne prendrait le risque de se mettre à dos l'autrice la plus bankable du monde. C'est une vraie réussite. Félicitations. C'est là que Eman a dû sortir ses cartes Joker. Steve Kloves, le scénariste dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui s'est occupé de la quasi-totalité des films Harry Potter et qui a une très bonne relation avec Rowling, et David Yates, le réalisateur des 4 derniers films Harry Potter. L'idée n'est pas de se débarrasser de Rowling, mais d'avoir une équipe suffisamment solide autour d'elle pour contenir la montagne d'idées dont l'autrice déborde. Cette Dream Team se met donc au travail et enchaîne les réunions de création. Rowling apporte son brouillon et chacun essaie de proposer des pistes pour l'améliorer. La première version est assez chaotique, pleine de potentiel mais avec des idées qui partent dans tous les sens et dont l'ensemble est un petit peu trop gentillet. La version suivante est au contraire beaucoup trop sombre et lugubre. Il bascule ainsi de réunion en réunion entre des versions trop enfantines et trop adultes avant d'arriver, après des mois de tâtonnement, au bon ton à donner au film. Avec beaucoup de difficultés. Cela dit, travailler avec une novice en écriture de scénario n'a pas que des désavantages pour l'équipe de production. Là où le processus classique aurait pris littéralement des semaines entre 2 versions du scénario, Rowling est capable de revenir au studio à chaque fois seulement quelques jours plus tard avec une toute nouvelle proposition. Chose encore plus impressionnante quand on sait qu'elle continue à l'époque d'écrire sa série de romans policiers en parallèle de l'écriture du scénario. Cette abondance d'idées séduit quand même beaucoup le studio qui voit très bien le potentiel du projet. Dès mars 2014, plus d'1 an avant que la première scène ne soit tournée, Warner officialise que Les Animaux Fantastiques ne sera pas un film isolé, mais une trilogie. Après des mois de travail, de relecture et de modifications, le scénario est enfin prêt. Pour le casting, le rôle de Norbert ne fait aucun doute pour Rowling qui veut absolument Eddie Redmayne pour incarner le magizoologiste. Grand fan d'Harry Potter, il avait d'ailleurs tenté de rejoindre l'aventure du monde magique plus de 10 ans plus tôt en passant le casting pour jouer le jeune Tom Jedusor dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il ne sera jamais rappelé pour le rôle et dira bien plus tard que sa prestation à l'audition avait été catastrophique. Il aura une seconde chance. En parlant de casting raté, il s'en est fallu de peu pour qu'Eddie Redmayne ne soit pas disponible pour Les Animaux Fantastiques. Quelques mois plus tôt, l'acteur auditionnait pour un tout autre rôle dans une autre grande saga, dans une galaxie lointaine, très lointaine. En effet, Eddie Redmayne a passé le casting pour interpréter Kylo Ren dans Le Réveil de la Force. Mais son interprétation du personnage n'a pas du tout plu et l'acteur put rejoindre tranquillement le monde magique. Le fait de pouvoir sécuriser rapidement Eddie Redmayne pour le rôle phare a été un gros plus pour l'équipe du film. Il a pu être mis à contribution dans le processus de sélection de ses camarades dans l'idée d'avoir une vraie synergie entre les 4 membres du groupe principal. Pour le rôle de Tina, Catherine Waterston est préférée à Kate Upton et Elizabeth Debicki. Pour Queenie, Saoirse Ronan, Dakota Fanning, Kristen Stewart et Lily Simons sont envisagés avant de sélectionner Alison Sudol. Mais c'est le rôle de Jacob qui s'avère le plus difficile à pourvoir. Michael Cera, Josh Gad, Steve Zissou ou encore Zach Perlman passent l'audition, mais c'est finalement Dan Fogler qui parvient le mieux à retranscrire toutes les émotions qui traversent le personnage en découvrant le monde magique. J'adore ça. Pendant ce temps, c'est une véritable petite armée d'artisans qui est à pied d'œuvre pour donner vie au New York des années 20 dans les Warner Bros. Studios à Leavesden. En effet, après avoir fait quelques repérages à New York, il est rapidement décidé qu'il serait bien plus pratique et moins onéreux de refaire les décors plutôt que de tourner sur place. Cela leur est demandé de bloquer des quartiers entiers pendant des semaines et de maquiller toutes les rues pour leur faire perdre toute modernité. C'est donc plus de 150 personnes qui travaillent pendant 15 semaines sans relâche pour recréer un New York plus vrai que nature dans la campagne anglaise. C'est alors le plus grand décor jamais créé par le studio, même si tous les immeubles que l'on voit à l'écran sont en contreplaqué, en plâtre en mousse ou en modélisation 3D. Tous les préparatifs du tournage bénéficient heureusement de toute l'expérience acquise par les équipes durant les 8 films Harry Potter. Minalima, le studio qui avait créé les accessoires pour les précédents films, donne vie à tout un tas d'objets, d'affiches et de journaux en tout genre pour étoffer et rendre crédibles les décors. Et le souci du détail est poussé jusqu'aux éléments non destinés à l'écran. Par exemple, les meubles étaient fonctionnels, les journaux remplis de vrais textes, et les tiroirs débordaient de babioles en tout genre pour que les acteurs aient véritablement l'impression d'être dans un monde magique. Je trouve ça merveilleux. Colleen Atwood, la costumière en chef et ses équipes créent des milliers de costumes originaux et uniques pour les personnages, mais aussi pour les centaines de figurants qui devront venir pour les différentes scènes. Atwood n'était pas dans les équipes des films Harry Potter, mais s'était illustré en créant une grande partie des garde-robes des différents films de Tim Burton, et avait déjà remporté à l'époque 3 Oscars et 3 BAFTA pour ses créations. D'ailleurs, Les Animaux Fantastiques sera le premier film du Wizarding World à obtenir un Oscar grâce au travail de Colleen Atwood dans la catégorie meilleure création de costumes. En parallèle, on prépare également les acteurs au mieux pour les transformer en sorciers. Eddie Redmayne a le droit à énormément d'infos inédites de la part de Rowling pour l'aider à se mettre dans la peau de Norbert Dragono.
Et tous les acteurs doivent suivre des cours de baguette et de transplanage avec des chorégraphes pour que leurs mouvements aient l'air naturel. Ils participent aussi à la conception de leurs baguettes afin que chacune d'elles ressemble au mieux à leur interprétation de leur personnage. Il faut aller chez Ollivanders, s'il n'y a pas mieux. Une fois tous ces préparatifs terminés, le tournage peut enfin commencer en août 2015. Contre toute attente, les acteurs se montrent assez favorables à cette version hybride de scénario proposée par Rowling. Elle leur donne en effet beaucoup plus d'informations sur leur personnage qu'un scénario classique. Quelques scènes sont tout de même abandonnées en cours de route pour alléger le récit, dynamiser le film, ou simplement par économie de moyens. David Yates, le réalisateur, explique en interview que plusieurs scènes imaginées par Rowling étaient parfaites sur le papier, mais qu'il s'était rendu compte plus tard qu'elles étaient totalement impossibles à mettre en image de façon claire. Heyman, le producteur historique de la saga, avait d'ailleurs pour rôle de s'assurer que l'équipe créative garde les pieds sur terre et que les scènes complexes à produire soient réellement indispensables à l'intrigue du film. Très attendu par des millions de fans, le studio fait tout ce qu'il peut pour garder secret le maximum de choses sur le film. Par exemple, les acteurs n'ont pas le droit de ramener chez eux leur scénario et doivent le conserver en sécurité au studio. Y a pas d'endroit plus sûr. Les nombreux figurants signent des accords de non-divulgation très stricts et sont fouillés à l'entrée et à la sortie pour être sûr qu'ils ne prennent pas de photos et ne puissent pas emporter chez eux les accessoires. Et certains éléments de l'histoire ne sont divulgués qu'au dernier moment aux acteurs et aux équipes techniques. Par exemple, la participation de Johnny Depp est restée secrète jusqu'à la toute fin du tournage. Globalement, la production et la post-production du film se déroulent bien, et en octobre 2016, un mois avant la sortie du film, Rowling annonce qu'il n'y aura finalement pas 3 films, mais 5. Les nouvelles vont vite. L'autrice contribue également à la promotion du film en sortant plusieurs articles sur le site officiel pour étoffer l'univers magique autour des sorciers américains. Et le 18 novembre 2016, le film sort aux États-Unis. Même si on est loin des records d'Harry Potter, Les Animaux Fantastiques trouve son public. Les avis sont assez favorables et il finit par se hisser à la 59e place du box-office historique mondial avec plus de 800 millions de dollars de recettes à la fin de son exploitation en salle. Exact. 3 points pour Poufsouffle. Bien que le montant soit astronomique, il faut tout de même considérer ces recettes par rapport aux différentes dépenses liées au film. D'après les calculs de Deadline Hollywood, un site spécialisé dans l'industrie hollywoodienne, le film aurait tout de même permis au studio de générer plus de 164 millions de dollars de profit, le plaçant à la 9e place des films les plus rentables de l'année 2016 derrière, comme Des Bêtes, Deadpool, Rogue One, Zootopie ou encore Civil War. Le film reste donc un succès pour le studio, ce qui permet aux équipes de commencer à travailler sereinement sur le second volet de cette nouvelle saga, qui s'annonce alors comme pleine de potentiel et candidate sérieuse pour prendre la relève d'Harry Potter comme franchise magique pour Warner. Sauf que c'est le début de la fin pour les Animaux Fantastiques. Allons bon. Entre problèmes d'ego, arrestations, procès et autres polémiques, l'engouement autour de cette nouvelle saga va vite disparaître. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes chaud pour la suite de l'histoire. Chaque commentaire et like aide beaucoup à faire découvrir la vidéo à plus de monde, et ça motive beaucoup à continuer ce genre de vidéos qui demandent beaucoup de travail. Et on n'oublie pas bien sûr l'abonnement si c'est pas déjà fait pour être sûr de ne pas manquer la partie 2.